Il y a un autre livre à lire, c'est La stratégie de l'intimidation, c'est signé d'Alexandre Delval. Et vous aviez écrit un autre livre il y a quelques années, La Turquie dans l'Europe, La Turquie dans l'Europe, un cheval de Troie, point d'interrogation. D'abord, quelle est la leçon que le géopolitologue que vous êtes tire des résultats de ces élections turques? Ce que je tire comme leçon, c'est que l'identité est très importante. On a tendance à oblitérer cette notion en Occident, puisque c'est beaucoup moins important, la longue histoire, si on reprend les terminologies de Brodel. Et quand M. Erdogan, lorsqu'il a gagné le référendum en avril dernier, a parlé d'une mutation civilisationnelle, d'un changement de civilisation, on ne l'a pas assez analysé. C'est-à-dire que pour lui, l'idée, ce n'est pas uniquement d'avoir un pouvoir pour lui-même, c'est faire redevenir la Turquie un élément fondamental dans le monde musulman, le leader du monde musulman, renouer avec le néo-ottomanisme. Il est à la fois nationaliste mais aussi islamiste néo-ottoman. Et cette mutation, c'est une mutation de civilisation. Il a un projet civilisationnel. Pour lui, les élites mécréantes, il emploie le mot mécréant parfois, les élites mécréantes acculturées de la Turquie d'origine européenne de l'Ouest auraient humilié les musulmans, les autochtones majoritaires, les Turcs orientaux, islamiques. Il les aurait humiliés en imposant par le haut une laïcité qui aurait été une imitation de l'Occident. Et pour lui, l'idée, c'est de retrouver la fierté à la fois nationale et civilisationnelle, redonner aux Turcs une dimension qui leur a été enlevée mais qui est toujours en eux. Alors justement, si on vous suit, à supposer que ce que vous dites est juste, il n'y a pas cette menace que vous aviez pointée donc, dans ce livre, La Turquie dans l'Europe, cheval de Troie. Cheval de Troie islamiste, j'avais Cheval de Troie islamiste, oui. N'a pas raison d'être, puisque là, d'après ce que vous dites, Erdogan ne va plus regarder vers l'Europe, Erdogan va regarder vers l'Orient. Alors et donc il n'y a plus la volonté de rentrer dans l'Europe. Pourtant, si, il a un point commun avec Macron, au moins un. C'est que le en même temps existe chez les hommes très pragmatiques. Il est à la fois un idéologue, un homme qui a une vision de civilisation, mais très pragmatique, capable de beaucoup d'élasticité. Regardez sa réconciliation avec Poutine. Il est capable d'une très grande souplesse, mais il aime les rapports de force. Alors nous, on a l'impression qu'il n'aime pas la souplesse parce qu'il est dans des rapports de force, mais lorsqu'il a en face de lui des gens qui, comme lui, sont adeptes du monde multipolaire, de la réelle politique et des rapports de force, il peut être très très souple et très pragmatique. Et donc il est capable, en même temps, d'être vers la Chine, vers le monde musulman en général, jusqu'à l'Indonésie, le monde arabe, très important pour lui, d'où l'instrumentalisation de la cause palestinienne, de l'antisionisme, pas vers l'autorité palestinienne, mais carrément en soutenant le Hamas. Tout cela fait partie d'une stratégie en même temps multidirectionnelle, qui n'est pas tout à fait stupide et qui était celle aussi à un moment prônée par Davutoglu, même si ensuite il s'est écarté de cet ancien conseiller et ministre des Affaires étrangères. Jouer plusieurs matchs à la fois, comme le disait un ancien ambassadeur de France en Turquie. À quoi doivent s'attendre les voisins de la Turquie, selon vous? Je pense que les voisins de la Turquie peuvent tout de même être un petit peu inquiets, car Erdogan respecte la force. Et si en face de lui, il n'y a pas un minimum de résistance, il pratique ce que j'appelle dans mon livre la stratégie de l'intimidation, j'appelle ça aussi le test des réactions. Il analyse les réactions. Or, récemment, lorsqu'il a insulté très très gravement Angela Merkel en traitant l'Allemagne de nazie, Angela Merkel d'un pays qui persécutait les musulmans, qui soutenait le terrorisme avec notamment les Kurdes. Il a insulté aussi la Suède, la Belgique pour les mêmes raisons, l'Autriche, parce qu'en Autriche, certains centres islamiques turcs ont été interdits récemment. Il n'y a pas eu de solidarité européenne, il n'y a pas eu de rappel d'ambassadeurs, il n'y a pas eu de sanctions économiques, il n'y a pas eu ce que l'on fait d'habitude contre la Russie ou même contre, par exemple, la Pologne, ce que Bruxelles voudrait faire sur la Pologne. Il n'y a pas eu de réaction, notamment lorsqu'il a envoyé un bateau militaire pour empêcher une compagnie italienne, l'ENI, de forer du pétrole au large de Famagusta. Eh bien, l'armée turque a carrément été manu militari, empêché quelque chose de tout à fait légal, qui était le forage de pétrole et de gaz à Chypre. Il n'y a pas eu de réaction européenne. Et quand il a dit récemment, en concurrence avec les nationalistes, qu'il fallait récupérer toutes les îles grecques de la mer Égée, ce qui est absolument aberrant. C'est comme si la France disait on va récupérer toute une partie de la Belgique qu'on va annexer. Il n'y a pas eu de réaction de l'Union européenne. Et donc je pense qu'il a analysé cela comme une sorte de faiblesse, donc il peut aller un peu plus loin. Je ne dis pas qu'il va envahir la Grèce, bien entendu, ça ne me paraît pas possible. C'était aussi un discours à usage interne pour avoir l'air nationaliste, pour flatter un peu la fibre nationaliste. Mais c'est quand même relativement inquiétant, cette non-réaction des Occidentaux, qui sont si vigilants vis-à-vis de la Hongrie et si peu vigilants
vis-à-vis d'un pays qui, à mon avis, n'aurait même pas dû être élu comme candidat. Et c'est ce que j'ai expliqué avant beaucoup de gens. En 2002, je savais très bien qui était Erdogan et personne n'était dupe d'ailleurs dans l'opposition turque et chez les laïcs turcs. Il n'y a qu'en Europe qu'on nous présentait un Erdogan européen modéré. Eh bien, on en reparle tout de suite. Je vous propose quand même qu'on regarde, si c'est possible, les résultats, encore une fois, de l'élection. Et je vous propose également de répondre à la question, est-ce que vous êtes satisfait de ces résultats? Vous êtes très nombreux à nous répondre à la question de ce qui est posé sur Twitter et également à réagir. On va prendre vos questions. Mais d'abord, je voulais juste une chose. D'abord, est-ce que, par rapport à tout ce qui a pu être dit, est-ce que vous aviez une réaction et peut-être une question subsidiaire à quoi doit-on s'attendre sur un sujet qui quand même concerne toute l'Europe et nos relations avec la Turquie, sur la question migratoire et en particulier sur les engagements qu'avait eu Erdogan vis-à-vis de l'Union européenne? Guillaume Perrier. Avec Erdogan, il faut s'attendre à tout, comme toujours, mais là encore, je dirais que l'Europe a eu la faiblesse d'abord d'être incapable de produire une réponse politique à cette crise migratoire, et de ce fait a offert sur un plateau à Recep Tayyip Erdogan la possibilité d'exercer un chantage sur cette question, et il ne s'en prive pas depuis 2 ans. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il dénonce cet accord du 18 mars 2016, sans qu'il menace de le rompre, d'envoyer des vagues de migrants sur les côtes. Alors là aussi, c'est une menace qui semble difficile à mettre à exécution, bien entendu. D'abord parce que la Turquie a besoin de ces réfugiés syriens sur son sol pour faire tourner l'économie. La Turquie ne va pas envoyer des navires avec des milliers de migrants sur l'assaut des côtes européennes, mais si vous voulez, Erdogan peut brandir cette menace et en tout cas jouer de ce levier pour obtenir ce qu'il veut des Européens. Sur les migrants, je pense qu'il faut beaucoup tenir compte de l'état des conflits régionaux. Donc la crise syrienne, elle est pas résolue. La Turquie, au contraire, est en train de mettre le feu dans le nord de la Syrie. Donc ça veut dire plus de réfugiés en Turquie. Et on a une vraie question sur la capacité de la Turquie quand même à absorber de nouveaux flux de réfugiés. On sait qu'on a des départs qui reprennent vers la Grèce en ce moment. Donc ça veut peut-être dire que la Turquie relâche un petit peu la pression pour nous faire peur un peu. Mais je pense que Tayyip Erdogan ne peut pas se permettre de rompre l'accord. Ça, je pense que c'est des propos de campagne. On a promis beaucoup d'argent en échange du traitement des migrants sur le sol turc. Et effectivement, comme Guillaume l'a dit, il a aussi besoin de ces migrants. La question, c'est plutôt comment la crise syrienne va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, le discours en Turquie, c'est qu'il faut que les migrants puissent... les réfugiés syriens, qui n'ont pas de statut de réfugié d'ailleurs en Turquie, puissent retourner en Syrie s'installer. Alexandre Delval. Je pense que Angela Merkel n'a pas eu tort, dans le fond, de faire cet accord sur les migrants avec la Turquie. L'erreur, ça a été de le faire sans consulter ses partenaires européens. Et l'erreur n'est pas que d'elle. Il n'y a pas de politique migratoire concertée. L'Union européenne manque gravement de concertation. Mais il faut s'entendre avec les pays d'origine, d'où viennent les migrants. Pour Angela Merkel, mettons, c'est une question. Mais pour ce qui est d'Erdogan, qu'est-ce que justement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, comme Dorothée Schmidt, que finalement Erdogan, même renforcé, même avec une pression migratoire, continuera de respecter son accord avec l'Europe? Je pense qu'il va le respecter, mais là aussi, il va tester les réactions. Tout dépend, vous savez, dans un deal, dans un accord, c'est pas parce que Trump en a parlé, mais le deal, c'est aussi des rapports de force. Et s'il n'y a pas de rapport de force de notre côté, s'il y a des dindons de la farce, mais en plus divisés et un peu culpabilisés, parce que Erdogan est très fort dans l'analyse de la psychologie et dans l'instrumentalisation de la culpabilité occidentale. Un jour, un de ses partisans me disait « Nous rentrerons dans l'Union européenne même si nous ne remplissons pas les règles, ne serait-ce que parce que vous voulez vous donner bonne conscience ». Ils nous connaissent parfaitement, les partisans d'Erdogan, et ils savent très bien ce qu'ils font lorsqu'ils essaient de culpabiliser. Donc l'Europe ne doit pas se laisser culpabiliser, elle doit avoir un discours concerté. Et là, de toute façon, le principe de réalisme commande que lorsque quelqu'un est à la tête d'un pays, on doit s'entendre avec lui. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un accord sur les migrants avec la Turquie, à condition que cet accord soit beaucoup mieux pensé que la dernière fois. Donc il faudrait un nouvel accord, si je vous écoute. Quand on regarde la carte du vote, pour revenir à l'élection d'hier, les élections d'hier, on est frappé par, en ce qui me concerne, j'étais à Istanbul en novembre 2015, par la ressemblance du vote. On a l'impression qu'on a des marges, c'est-à-dire un ouest européen avec des partis progressistes ou de gauche qui arrivent en tête, un extrême ouest kurde en faveur donc, du HDP, et puis le reste, c'est-à-dire quasiment tout le pays,
aux couleurs de l'AKP ou du parti d'extrême droite. Sauf les Alevis. Il ne faut pas se laisser tromper non plus par les cartes qui font apparaître uniquement le parti majoritaire dans les provinces. Il y a évidemment beaucoup de nuances de couleurs, hein, mais quand vous parlez de parti progressiste dans l'Ouest, je pense que c'est important de préciser quand même qu'il s'agit du parti kémaliste, qui n'a rien d'un parti progressiste. Enfin, il faut quand même se souvenir un petit peu de ce que c'est. Donc il y a cette sociologie. Le parti kémaliste, c'est le parti fondé par Atatürk, qui a longtemps été le parti unique. Donc si vous voulez, c'est quand même le socle de cette République turque, autoritaire, encore une fois, dont Erdogan reprend les instruments aujourd'hui. Donc on a un vote effectivement acquis au parti kémaliste sur toute la côte égéenne pour des raisons d'ordre socio-économique. Hein. On a un vote kurde très identifié dans le sud-est de la Turquie, qui sont les régions de population kurde, et puis à Istanbul, hein, qui est la plus grande ville kurde du pays. Et puis au milieu de ça, effectivement, toute l'Anatolie centrale, l'Anatolie profonde, rurale, conservatrice, vote en grande majorité pour Recep Tayyip Erdogan. Cette carte électorale, elle est inchangée depuis 15 ans. Et sur cette élection, on voit que les bastions, les fiefs des uns et des autres ont été renforcés à chaque fois. Et ça vous a frappé, ça, Dorothée Schmitt? D'abord, même réaction que Guillaume Perrier sur la qualification de progressiste pour les djihadistes, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions, de débats au sein du parti. Là, on a une campagne faite par... Quand vous dites djihadiste, pour le nous parti français, kémaliste, c'est Parti républicain du peuple. CHP, donc, Parti républicain du peuple, le Erdogan. parti historique kémaliste. Qui nous a sorti un candidat à la présidentielle qui était plus populiste qu'Erdogan, que certains collègues turcs qualifiaient de populiste de gauche. Bon, encore une fois, c'est parce que les Turcs ne savent pas très bien ce que c'est que la gauche. Le seul parti de gauche aujourd'hui, c'est le parti kurde. Et la bonne nouvelle, le parti pro-kurde du ADP, la bonne nouvelle, c'est qu'il entre au Parlement et qu'il a eu plus de... Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on avait un vrai enjeu démocratique sur ce parti dont les militants ont été vraiment pourchassés par l'AKP, dont beaucoup sont en prison aujourd'hui. À commencer par le patron. Exactement, l'immunité parlementaire des députés a été levée, on les accuse de collusion avec le PKK, donc on avait une espèce de précédent qui pesait sur le HDP, sur ce parti, avec finalement des députés kémalistes qui craignaient eux aussi un jour qu'on lève leur immunité parlementaire et qu'on puisse les envoyer en prison pour un oui, pour un non. Donc là, on a le président du parti qui est en prison, qui a fait campagne et qui a réussi à faire entrer au Parlement plus de députés que les autres petits partis, entre guillemets, qui sont donc le parti nationaliste allié de l'AKP, et puis le fameux Bon Parti, qui était ce nouveau parti politique en Turquie. Ce qui était intéressant dans cette campagne, c'était évidemment la plasticité des alliances, avec une alliance anti-Erdogan complètement aberrante en réalité, qui rassemblait... C'est un gigantesque fourre-tout, quand oui, même, c'est parce ça, qu'il y avait vraiment, des islamistes, des nationalistes, des gens de gauche... Oui, totalement hétéroclite. Leur seul programme, c'était de faire tomber Erdogan et de revenir à l'état de droit, si vous voulez. Donc la faiblesse était... Le verre était dans le fruit dès le départ. Quand vous dites gauche, c'est une gauche qui, en France, serait qualifiée pratiquement en extrême droite, parce que la gauche alliée, la gauche kémaliste ou alliée des kémalistes ou de Madame Meral Akşener, c'est quand même une gauche ultra-nationaliste. Donc c'est pas les mêmes références que chez nous. C'est comme le PASOK en Grèce. On ne peut pas plaquer nos notions droite-gauche à nous sur des pays comme la Turquie ou d'autres. Et il faut parler aussi des Alévis. On n'a pas parlé des Alévis. Il y a les Kurdes, minorité ethnique, mais il y a aussi les Alévis, minorité religieuse. Minorité chiite. Alors, chiite, c'est un grand mot. Moi, j'ai rencontré Izzettin Doğan plusieurs fois, qui était l'un des patrons non, mais pardon, je me rappelle ce que dit un des grands intellectuels alévis, qui est très connu. Il a des gardes du corps en permanence. Ça vous montre quand même aussi le danger. Il vous dit, tous quand les on Alévis gratte... n'ont pas des gardes du corps. Mais lui, non, mais moi je parle de lui. Mais lui, il avait 3 gardes du corps en permanence et il est menacé de mort régulièrement parce qu'il y a très souvent eu des attentats contre des Alévis. Ils sont considérés comme des apostats, un peu comme les Alaouites sont considérés apostats en Syrie. Et ils ont des traditions chamaniques qui ont été rattachées à une forme de schisme extrêmement ésotérique. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec l'islam. La question, c'est est-ce qu'ils s'expriment en politique? Est-ce qu'il y a une position justement, c'est ce que j'allais dire. Et il n'y a pas de structuration politique des Alévis en tant que telle. Je voulais continuer ça, je ne vous ai pas coupé. Il s'exprime beaucoup en politique parce que traditionnellement, les Alévis votent soit très à gauche, soit kémalistes. Et d'ailleurs, dans le parti kémaliste de M. Ince, il y a beaucoup d'Alévis. Dorothée Schmitt, lui-même est alévi. Lui-même est alévi. Oui. On a beaucoup d'alévis au parti effectivement kémaliste, qui est parfois qualifié de parti alévi. Oui. Mais pour moi, ce qui est important dans ce paysage-là, dans ces résultats qu'on voit notamment pour les élections au Parlement, législatives, c'est que finalement, on a ce fameux parti ultranationaliste du BNP qui, comme je le disais, semblait finalement condamné, qui se maintient. Et puis on a l'AKP qui est le grand parti dominant qui se maintient aussi. Donc finalement, toutes les tentatives d'expérimentation ailleurs, pour le moment, elles ont échoué. Ça ne veut pas dire qu'elles vont échouer à l'avenir, mais... Alors justement, il y a une question de Pierre qui nous dit comment expliquer les bons résultats donc, du MHP alors que cette formation était jugée moribonde, des résultats qui permettent à l'AKP de former une alliance majoritaire au Parlement.
On rappelle que ce parti, d'ailleurs, s'était allié avec l'AKP déjà lors des précédentes élections législatives. 2015, oui, absolument. Mais c'est entre les deux élections législatives de 2015. Ça a été tout le basculement, justement, opéré par Erdogan, de faire cette alliance avec l'extrême droite nationaliste pour pouvoir, justement, s'octroyer une majorité. C'est le moment où, si vous voulez, il a complètement changé de politique. Il a limogé son Premier ministre Ahmed Davutoğlu, il s'est allié avec Poutine et il a basculé vers cette extrême droite nationaliste. Donc on a vu ce virage à ce moment-là. Et aujourd'hui, Erdogan est en train de renforcer cette coalition au pouvoir. Bon, ça veut dire qu'il y a une ressource nationaliste très très forte. Le nationalisme, c'est une ressource politique en Turquie majeure. Et le MHP, c'est quand même le dépositaire de cette ressource. C'est le gardien du temple. La caisse nationaliste, elle est dans ce parti. Alors comment expliquer à l'inverse les faibles scores du II Party? Est-ce à cause de sa faible capacité à capter les voix du MHP? Peut-être rappeler ce qu'est le II Party? En fait, le e-party, c'est Madame Meral Akşener qui vient du MHP, de la droite ultranationaliste. Elle a fait une scission et elle a créé un parti il y a très très peu de temps. Son faible score, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de lever des fonds, de s'organiser. Et c'est pour ça d'ailleurs que les élections ont été, entre autres, c'est pour ça qu'elles ont été anticipées. Il est tout frais. Ce parti n'a pas eu le temps de véritablement exister. Et donc voilà, l'explication est ici. Mais Meral Akşener, qui était présentée aussi comme quelqu'un de presque modéré, elle est ultranationaliste. D'ailleurs, quand il y a eu l'idée de récupérer les îles grecques, les îles de la mer Égée grecque, tous les partis en lice aujourd'hui ont fait une surenchère, sauf le parti pro-kurde, une surenchère pour dire oui, on n'aurait jamais dû laisser les îles à la Grèce. Et avec une unanimité ultranationaliste pour taper sur les Kurdes et sur la Grèce. On n'en parle jamais en France, mais l'ultranationalisme est assez impressionnant en Turquie. Je vous voyais sourire dans votre Non, je pense qu'il y a au moins deux points qui ont posé problème au II Party. C'est le flou du programme. En réalité, ce parti est sorti d'un peu nulle part et c'est une espèce aussi d'alliance de la carpe et du lapin qui a fait des petits arrangements tactiques avec le parti kémaliste pour pouvoir être présent au Parlement. Et puis Meral Akşener, finalement, c'est une personnalité politique recyclée qui vient tout droit du fin fond des années 80 en Turquie et peut-être que les électeurs étaient un peu lassés. Ils préfèrent l'original, ils préfèrent Devlet Bahçeli, le leader du MHP. Et elle était ministre à la pire époque où les Kurdes étaient massacrés. Elle a laissé un très mauvais souvenir. Elle a été ministre de l'Intérieur et pour beaucoup de Turcs, elle reste la représentante de ce qu'on appelle l'État profond, si vous voulez, le Derin Devlet en Turquie. Donc, il y a les années de dictature, en fait, les années de la dictature des années 80, qui ont suivi le coup d'État. Des années 90 plus. Ouais. Elle était ministre de l'Intérieur au moment, effectivement, de ces grandes 94. opérations contre le PKK dans le sud-est de la Turquie. Mais ce qui est important pour aussi comprendre. Plus les années de dictature. Pour comprendre pourquoi on s'est trompé sur Meral Akşener, beaucoup d'observateurs se sont trompés. Je crois que le simple fait que ce soit une femme d'apparence occidentalisée fait que nous, en Occident, on a vu ce prisme. On l'a jugée modérée simplement parce qu'elle ne portait pas le voile et qu'elle était d'apparence occidentalisée. Je crois que c'est aussi une preuve de l'incompréhension qu'on peut avoir sur la Turquie. Il nous reste encore 5-6 minutes. On continue de prendre les questions des internautes. Vos questions, vous continuez à nous les poser. Finalement, la non-alliance entre le bloc de l'opposition et le HDP a-t-elle profité à l'AKP ? Excusez-moi. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'alliance entre le bloc de l'opposition et le HDP. Mais il ne pouvait pas y avoir d'alliance entre le bloc de l'opposition et le HDP. Pourquoi le bloc de l'opposition, c'est une coalition comme vous dites, anti-kurde, une coalition. aussi, tous les partis sont nationalistes et tous les les partis sont anti-kurdes, y compris le parti kémaliste et le II Party. Donc il était totalement inenvisageable que ça puisse arriver. Le parti kémaliste lui-même a soutenu, par exemple, les opérations à Afrin ces derniers mois. Alors, question subsidiaire d'Olivier, le sud de la Turquie va-t-il chercher à avoir l'indépendance ? Non. Je ne pense pas que le sud de la Turquie peut chercher à avoir son indépendance aujourd'hui. Enfin, ça dépend ce qu'il appelle le sud de la Turquie. Mais si c'est le Kurdistan, s'il parle des Kurdes, il y a toujours une volonté séparatiste, mais qui est totalement impossible. Les Turcs préfèrent éliminer la moitié des Kurdes que d'accepter l'idée même d'un séparatisme. Donc c'est complètement impossible. Quant aux minorités arabophones, il n'y a aucune possibilité non plus. Elles sont résiduelles. Donc je pense qu'il n'y a aucun risque. Par contre, le risque, c'est que tant qu'il y a des mouvements séparatistes, la répression continuera. D'ailleurs, Erdogan, à chaque fois qu'il baisse un peu dans les sondages depuis une dizaine d'années, il remonte lorsqu'il tape sur les Kurdes, soit verbalement, soit militairement. Notamment avec le parti MHP. Notamment. Voilà, oui. Et l'opposition va-t-elle chercher à remporter des villes d'Istanbul et d'Ankara comme elle avait réussi à le faire lors du référendum de 2017 au regard donc, des résultats d'hier? C'est intéressant parce que les résultats d'hier montrent qu'Istanbul est vraiment... Erdogan a gagné avec 50% tout juste la présidentielle. Donc il est quand même très nettement en tête. Mais on voit qu'effectivement... auparavant, Istanbul était perçu comme une petite photographie de la carte nationale et aujourd'hui, c'est une ville qui est en train de basculer tout doucement dans une forme d'opposition. Et Istanbul qui a eu comme maire un certain Recep Tayyip Erdogan. Absolument. Et il reste le maire de toute façon aujourd'hui.
Un message pour vous, Guillaume, de Pierre, qui dit qu'il a lu votre excellent livre. Je cite: Erdogan est un kémaliste vert. Je partage totalement votre analyse qui s'est une fois démontrée cette nuit. Jean Bernardin nous demande pourquoi les Turcs de France, qui bénéficient d'une pensée totale, semblent-ils soutenir autant un homme qui confisque la liberté d'expression? Bon, c'est son avis, mais pourquoi justement il y a un tel soutien d'Erdogan chez les Turcs de France? Mais il y a une fierté nationale très forte. Il y a le sentiment qu'Erdogan, c'est l'homme qui a fait entrer la Turquie dans une forme de modernité, qui a permis à la Turquie de se développer économiquement, qui lui a redonné un profil de puissance régionale et internationale. Et cette fierté-là, elle est très grande. Et aujourd'hui, on a aussi une psychologie de forteresse assiégée. C'est-à-dire qu'Erdogan joue sans cesse sur l'ennemi extérieur, intérieur. On nous en veut, protégez-moi. Et voilà, l'électorat. Il y a une autre raison qui est sociologique, un peu comme les Marocains du Rif en Belgique, qui sont très islamistes. Ils viennent de régions assez reculées où il y a pas mal d'ignorance et de réislamisation radicale. C'est un peu pareil pour les Kurdes. Ce n'est pas les Kurdes d'Izmir qui ont voté Ince qui émigrent en France. Ce n'est pas l'élite kémaliste ou occidentalisée. C'est plutôt des gens qui viennent des campagnes. Alors, en enlevant les Alevis, en les mettant de côté, la plupart des Turcs qui votent Erdogan, ce sont des sunnites qui viennent de la Turquie réislamisée. Donc c'est assez logique. Ils transportent aussi des modes de vie. Quelle a été la réaction des marchés financiers turcs après le résultat des élections? On l'a vu ce matin. Ah, ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas non plus suivi. Ils étaient apparemment un peu rassurés, à ce que j'ai compris, parce que le pire, ça aurait été l'instabilité. Non, mais Bien sûr. Et ce qui est certain, c'est que là, depuis 3 semaines à peu près, on a eu des manifestations d'inquiétude de la part des marchés qui sont totalement inédites. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était vraiment sur le wait and see. Si on a un homme fort aux manettes, c'est bien. Et aujourd'hui, on est tellement inquiet des caprices d'Erdogan que je pense que les marchés vont quand même réserver un peu leur réaction. Ils attendent la formation du prochain gouvernement. Ils attendent de savoir si on va maintenir dans l'équipe les personnalités qui sont considérées comme raisonnables et qui pourront contenir un peu les déclarations un petit peu délirantes d'Erdogan sur l'indépendance de la Banque centrale, par exemple, au hasard. Je vous remercie pour toutes ces précisions. On va regarder encore une dernière fois donc, les résultats de cette élection donc, qui marque et confirme donc, la réélection de Recep Tayyip Erdogan à la présidence turque, et son principal opposant, Muharrem İnce, a déclaré qu'il reconnaissait, qu'il admettait ces résultats, qu'il a cependant qualifié d'injustes, et il a estimé que le pays est entré dans un régime dangereux où le pouvoir serait concentré entre les mains d'un seul homme. Donc ça nous fait justement, en tous les cas, quelque chose qu'il faudra commenter dans les jours, dans les semaines à venir. Et vous reviendrez sur Figaro Live. En tous les cas, vous serez invité à le refaire. Merci beaucoup de l'avoir fait. Guillaume Perrier, je vous rappelle votre livre, Dans la tête d'Erdogan. C'est aux éditions Actes Sud. La Turquie en 100 questions, c'est chez Taillandier. Et la stratégie de l'individuation, la Turquie en 100 questions, c'est Dorothée Schmitt. Et puis il faut relire tout ce que vous écrivez d'ailleurs sur la Turquie sur le site de l'IFRI et Alexandre Delval, donc la stratégie de l'intimidation. Et c'est chez L'Artilleur. Merci beaucoup. Les programmes continuent sur Figaro Live. Dans un instant, le talk. Yves Tréhard reçoit Franck Proust. Il est eurodéputé Les Républicains et responsable de la section française du Parti populaire européen. Et il y a fort à parier qu'on reviendra justement sur les derniers événements, que ce soit la Turquie ou encore l'échec du mini-sommet de Bruxelles. On y reviendra en tous les cas ce soir dans Point de vue avec Guillaume Roquette. À très vite sur Figaro Live.